Vous savez, ça fait au moins 50 ans qu'on n'a pas vu autant de neige dans les rues de Moscou. Qu'est-ce que c'est que cette voiture, Michael? Cette voiture, c'est une Volga. Avant, c'était les membres du gouvernement de l'Union soviétique qui roulaient avec. Les ministres, les généraux, les diplomates. Et maintenant, tout le monde a le droit d'en avoir une. Et vous, qu'est-ce que vous faites en Russie? J'ai envie de connaître la création contemporaine à Moscou. J'ai envie de voir les galeries, les musées. Ah oui, vous avez vraiment raison. Moscou, c'est une ville mystérieuse, intéressante. C'est un peu comme New York et Jérusalem. Michael, comment on dit on y va en russe? Поехали. Поехали. Ouais, c'est ça, comme l'a dit Gagarine quand il est parti dans l'espace. On commence cette visite sur la Moskva dans ce brise-glace avec les bruits de ces plaques de glace qui se brisent. La promenade, elle est particulièrement appréciée par les habitants de la ville. Ils viennent ici le week-end découvrir leur ville, leur fleuve. Ça, c'est vraiment une vue somptueuse du Kremlin bordée par la Moskva. Pendant très longtemps, on ne connaissait finalement Moscou qu'à travers le cinéma, à travers les films qui étaient produits dans les célèbres studios de cinéma Mosfilm, les plus grands studios d'Europe. Ils existent toujours aujourd'hui, on tourne toujours des films pour la télévision, le cinéma. On va y aller ensemble. Plus discret que les studios d'Hollywood, sur les hauteurs de la ville, l'histoire des studios de Mosfilm se confond avec celle du cinéma russe. Bâti dans les années 20, c'est ici qu'ont été tournés les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma soviétique. Eisenstein et Tarkovsky y ont posé leurs caméras. 20 ans après l'effondrement du régime soviétique, les studios russes doivent aujourd'hui leur survie aux productions télé. Mais ce matin, au studio numéro 7, on tourne un film historique. Alexandra a 23 ans, elle fait partie de la toute jeune génération d'acteurs russes. Aujourd'hui, elle est venue saluer Sergueï, un réalisateur avec qui elle espère travailler un jour. Vous vous souvenez de moi? Ah oui, on se connaît, non? Je suis Alexandra. Oui, vous êtes venu à l'un de mes castings, je crois. Votre nom de famille, c'est quoi déjà? Tufte. Vous avez déjà travaillé sur un film comme celui-ci? Oui, j'ai tourné dans 2 longs métrages. Non, en fait 3. C'est très important pour moi de voir ça, parce que je n'ai tourné que dans des films contemporains. Là, c'est un film historique, et c'est vraiment très intéressant. Mosfilm possède ses propres ateliers de décoration et d'effets spéciaux, mais aussi sa propre collection de costumes qui retrace toute l'histoire du cinéma soviétique. Parmi les centaines de milliers de tenues conservées ici, Alexandra veut nous montrer la robe de son film culte, l'un des rares films du cinéma russe, récompensé à Hollywood. De ce côté-là, ce sont des costumes connus. Ils sont tous numérotés.
Oui, ils sont tous étiquetés. Par là, il y a beaucoup de costumes célèbres. Oh là, regardez cette robe. La bleue, là. Elle était portée dans un film très connu, une comédie de l'époque soviétique qui raconte l'amitié de deux personnes au travail. C'est une comédie très célèbre. Et là, regardez, un de nos réalisateurs qui s'appelle Vladimir Menchov a reçu un Oscar pour son film « Moscou ne croit pas aux larmes ». C'était en 1979. Et c'est la robe de l'une des actrices principales. C'est un de mes films préférés. Ça, c'est l'histoire du cinéma pour moi. Je peux en essayer une? Oui, mais c'est du 44. Mais moi aussi, je fais du 44. Alors c'est parfait. Ok, allons-y. Ah non, pardon, la robe de Mouriaviova. Vous préférez l'autre? Oui, la rouge. Tout le monde se souvient de cette robe dans ce film. C'était vraiment la plus belle. Je vais l'essayer, je reviens. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините за опоздание, но задержался на передаче. Regardez. Comment vous me trouvez? Au fait, c'est quoi la phrase la plus connue de l'actrice du film? Tu te rappelles, dans le film, elle disait « hello », comme toi. Elle faisait comme ça. Le lendemain matin, Alexandra a rendez-vous dans le centre de Moscou. Il est vraiment trop tôt. Mais heureusement, ce n'est pas comme ça tous les jours. Ce matin, je joue la petite fille d'un personnage très important. Elle a décroché un petit rôle auprès de Vladimir Menchov, le réalisateur de Moscou ne croit pas aux larmes, justement. Cette figure du cinéma russe est réputée pour son mauvais caractère. Il est là. Le diable est là. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, le réalisateur est devenu acteur et héros d'une série policière. Ce matin, Alexandra joue le rôle de la petite fille de Vladimir. Certaines scènes sont longues, mais elles sont découpées dans tous les sens. C'est très rare qu'on fasse un plan séquence. Aujourd'hui, je tourne des scènes très courtes, quelques minutes, pas plus. Внимание! Мотор! У нас мотор. Приготовились. Африка. Кто там? Да ребята из отделения. Стоп! Vladimir Menchov fait partie de ces artistes qui ont vécu la mutation de la société soviétique. En 1980, quand l'Amérique l'a oscarisé, il n'a pas été autorisé à venir chercher sa statuette. Pourtant, il fait partie des nostalgiques. Что, на тренажеры? Нет. Большая и сильная страна. Avant, on sentait derrière nous un pays grand et fort. C'est impossible de se retrouver dans la situation actuelle, où depuis 5 ans, on ne participe plus au Festival de Berlin. On refuse aussi souvent nos films à Cannes et à Venise. Tout ça, ça n'arrivait pas à l'époque de l'Union soviétique. Voilà la situation actuelle de notre cinéma. Les théâtres, en revanche, produisent des spectacles intéressants. Le théâtre, ça va bien mieux. Il est plus inspiré en ce moment que le cinéma. C'est là que se trouve certainement la nouvelle génération d'acteurs et de metteurs en scène de demain. On compte 93 théâtres à Moscou. Au cœur des quartiers chics, la scène la plus prestigieuse de Russie, le Bolchoï.
Le théâtre du Bolchoï est en travaux, coup de jeune sur la façade de ce célébrissime théâtre, coup de jeune également sur la programmation de ces spectacles. On n'hésite pas à confier à de jeunes metteurs en scène les œuvres classiques du répertoire. C'est le cas d'une opérette de Strauss. Elle a été confiée à un jeune garçon, Vassili Baratov, découverte de ce mariage réussi entre passé et présent. Au Bolchoï, l'heure est aux répétitions. Vassili Baratov est un jeune surdoué de la mise en scène. Depuis un mois, il monte La Chauve-souris, une opérette viennoise du 19e. À seulement 26 ans, Vassili a déjà monté 5 opéras. А вас сколько? Вас двое ведь? Да, двое. А вы не знаете, да, это? Он приставит к горлу, и вы за ним пойдете, типа, тихо-тихо. Pour sa première mise en scène dans ce théâtre mythique, le jeune Vassili a voulu entièrement revisiter l'opérette de Strauss. L'action ne se passe plus à la sortie d'un bal masqué, mais au bord d'un paquebot sur la mer Baltique. Les metteurs en scène jeunes ont plein d'idées, toujours, et ils ont une espèce d'énergie. Et ici, justement, Vassili, c'est exactement quelqu'un qui travaille énormément sur le détail. On travaille vraiment sur chaque expression, presque, et c'est très agréable. Но мы от Вобляйп идем сейчас, от вот... Ça bouge tellement, c'est incroyable. Vassili, comment se passent les répétitions? Bien. Je pense que tout se met en place. C'est pas un peu impressionnant de travailler au Bolchoï? Pour moi, si, un peu. On est dans le plus célèbre théâtre de Russie, connu dans le monde entier. Et à mon âge, me retrouver à travailler ici, c'est un miracle. Seule concession à Strauss, le livret est toujours chanté en allemand, comme à sa création à Vienne. Pour les costumes, Vassili bouscule aussi les traditions. Il a fait appel à la star montante de la mode à Moscou. Un jeune créateur nommé Igor Chapourine, que tout le monde s'arrache. Et paquebot oblige, Chapourine a dû concevoir des costumes capables de résister aux embruns. Les marins portent cette tenue, mais ils sont trempés comme si on les avait repêchés en pleine mer. Ils enlèvent tous leurs vêtements, jusqu'aux t-shirts, et les mettent à sécher dans leur cabine. Jusqu'aux chaussures, il faut qu'on voit qu'ils sont trempés. Les costumiers qui viennent du théâtre sont très traditionnels. Et moi, parfois, j'ai besoin de créations plus modernes, avec des designs qui viennent de notre temps. Je suis donc très content qu'Igor ait accepté de collaborer avec moi. Ça, c'est la robe verte avec le turban blanc. Elle portera les 3 couleurs que tu voulais. Blanc, vert et noir. La prise de risque a toujours fait partie de la mentalité russe. C'est nous qui avons inventé la roulette russe. Les Russes croient au talent et au don. Et ils savent faire confiance.
C'est un peuple ouvert. C'est pourquoi le fait que Vassili soit jeune est un avantage pour moi. Il faut être jeune dans l'art, car la jeunesse, c'est l'absence de stéréotypes. C'est l'anticonformisme. La jeunesse, elle n'a pas peur de prendre des risques. C'est dans cette aile du Bolchoï, réservée aux costumières, qu'Igor fait ses premiers essayages. Les comédiennes viennent de toute l'Europe pour travailler avec Vassili. Anna Stefani, la soprano, est anglaise. Les manches sont 2 fois plus larges. Et là, il y aura un ruban. Ça tombe bien dans le dos, c'est très joli. Igor est très à l'écoute. Il prend en compte nos envies. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment très appréciable. En plus, ses créations sont belles. Trop belles pour n'être portées que sur scène. Le Bolchoï, c'est le Bolchoï. C'est une institution devant laquelle on s'incline, ainsi que devant tous ceux qui y travaillent. Et moi, j'ai la chance de faire partie de ce théâtre. Au même moment, sur la scène du Bolchoï, on termine de monter le décor. Toute l'imagination de Vassili prend brusquement forme. Ça, c'est une piscine qui sera remplie de champagne. Puis, une fontaine se mettra en marche. Et tous mes personnages, la baronne, le chevalier, commenceront à nager, à s'éclabousser dans une piscine de champagne. Et là, je fais quelques vérifications, il y a quelques détails à régler. Dans chaque hublot, on a placé des écrans plasma pour simuler la ligne de flottaison du bateau et symboliser la limite entre la surface et le milieu marin avec ses poissons. Dans 2 semaines, je vais voir mon opérette sur cette scène. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être ici. D'ailleurs, j'espère que la chance sera toujours avec moi après la première représentation. Après Strauss, Vassili envisage de venir travailler en France, où il rêve de revisiter la Belle au bois dormant. Fin de journée, l'heure où les théâtres se remplissent et celle où la ville s'embrase. Le lendemain, rendez-vous sur les toits de Moscou avec Jean-Philippe, un architecte français. C'est pas facile d'arriver jusqu'à vous, Jean-Philippe. Non, c'est un peu enneigé là. Vous avez choisi la difficulté. Un bel hiver. Ah mais je comprends pourquoi, c'est magnifique. Elle est très étendue, cette ville. Ah oui, elle est étendue sur plus de 80 km dans tous les sens. On compte 12-15 millions d'habitants. Et donc là, on a une espèce de panorama avec tous les styles architecturaux de la ville depuis plusieurs siècles.
Là, on a le Kremlin, le cœur de la ville, le cœur historique, le cœur politique et religieux. Il y en a 7 gratte-ciels parsemés dans la ville et ils servent de repère parce que la ville, c'est quand même homogène. Sur les 7 gratte-ciels construits par Staline à la sortie de la guerre, il y a l'université de Lomonosov, 2 gratte-ciels administratifs des ministères, 2 gratte-ciels qui sont des hôtels et 2 autres qui sont des immeubles d'habitation. Comme celui-ci dans lequel on se trouve. Qui est magnifique. Hein. Il culmine à 126 mètres, toujours fini par des flèches. Là, je vois d'autres gratte-ciels juste au fond, beaucoup plus modernes. Ce qu'on appelle Moscou City, l'équivalent de la Défense à Paris. Je vois qu'il y a pas mal d'usines le long de la Moskova. Ça, c'est la marque de la fin du 19e, l'ère très industrielle de Moscou, où on a commencé à construire des centres industriels sur la rive droite de la Moskova. Et celui-ci, notamment, qui est l'immeuble des Chaudières, qui donc chauffe la ville, et notamment le Kremlin à proximité. Vous êtes venu ici il y a déjà combien de temps 17 ans, et j'y ai développé une agence d'architecture. Oui. Parce que vous avez eu un coup de cœur pour la ville? Alors j'ai eu un coup de cœur pour la ville, et puis j'aime bien les perspectives, j'aime bien passer devant le Kremlin, sur la place rouge, on avait des fuyantes du regard, c'est intéressant. Cache de véritables palais souterrains. Il est un des symboles des années 30 et de l'art réaliste qui triomphait en Union soviétique à cette époque. À la station Mayaskaya, marbre, métal et mosaïque décrivent une société communiste idéale. Oh, c'est magnifique. Au-delà de sa beauté, le métro de Moscou est aussi l'un des plus utilisés au monde après celui de Tokyo. 7 millions de moscovites l'empruntent chaque jour. Le métro est à lui seul un site culturel et historique. Il a été construit dans les années 1930. Sous Staline, il a mobilisé tout le pays, l'armée rouge, les jeunesses communistes, les hommes, les femmes, les ouvriers et les artistes. Les artistes vont mettre leur talent au service de la propagande révolutionnaire. Il faut nous montrer ici tous les héros de cette révolution bolchevique, les agricultrices, les ouvriers, les marins, les parachutistes. Et évidemment, il y a la place pour les sportifs, ce footballeur musclé, beau, cette jeune femme vaillante qui va bientôt lancer le disque. On veut un corps sain et robuste. On est vraiment dans des sculptures qui sont là pour idéaliser la société soviétique à partir des années 30. Et quand on est amoureux, pour se porter bonheur, c'est sur l'un des ponts de la ville que l'on vient déclarer son amour. C'est absolument incroyable, des centaines de cadenas sur tous ces arbres, avec des prénoms partout. C'est comme ça que les moscovites viennent se dire « je t'aime ». Regardez, Sergueï, Macha, c'était il y a 4 jours. Un immense cœur rouge pour se dire donc tout leur amour. Cette allée, cette promenade, elle nous emmène vers le musée Pouchkine. C'est une autre institution du pays, légendaire pour ses collections impressionnistes. Une maison dirigée depuis plus de 50 ans par un personnage culte en Russie, Irina Antonova. Elle est là donc depuis plus d'un demi-siècle à la tête du musée Pouchkine. On va la rencontrer ensemble. En face de la cathédrale Saint-Sauveur, en plein centre de Moscou, les colonnes du musée des Beaux-Arts Pouchkine.
À l'intérieur, la conservatrice, Irina Antonova, est très occupée. Bonjour madame, nous sommes à la télévision française. Bonjour, ah oui, très bien. Je suis journaliste à France Télévisions. J'ai compris. Très heureuse de vous rencontrer. Merci. Voilà, comme ça vous allez me présenter votre musée. Non. Non? Je ne vais pas faire ça. Si, un petit peu. Il n'y a pas de temps. Irina est pressée, car dans 2 jours, elle va offrir au public une rétrospective exceptionnelle des œuvres de Picasso. Une collection de 280 pièces dont la plupart viennent de Paris. Une belle revanche pour un artiste qui avait été interdit par Staline et dont les œuvres n'étaient pas revenues en Russie depuis 50 ans. Après avoir monté la garde plus d'1 heure en haut du grand escalier, Irina accepte de nous rencontrer un instant. Merci de nous accueillir, Madame Antonova. On peut aller faire cette petite interview ensemble, juste à côté. On y va? Où vous voulez. Vers les sculptures de... Mais on ne donne pas d'ordre à celle qui a survécu à tous les régimes depuis 1956. Si, on s'installe. Mais non, pourquoi? Pas joli. Non, pourquoi? Non, c'est pas joli. Regardez, non, Madame Antonova, on vous laisse s'installer là. Non, je n'aime pas ça. Non, non. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Non, je ne préfère pas ça. Qu'est-ce que vous aimeriez, Madame Antonova? Pour moi, c'est égal, mais pas ici. Votre nom? Laurence Piquet. Laurence. Voilà, Laurence. Laurence. Quand vous avez débuté ici, Madame Antonova, c'était il y a plus de 50 ans. Picasso n'était pas très aimé en Russie. C'était un art qui n'était pas apprécié par les régimes soviétiques. Non, voyez, je dois vous dire que c'est une grande différence entre le régime et entre les personnes qui aiment l'art. On ne peut pas mêler les choses. C'est vrai, mais vous vous souvenez, je pense, on ne dit vous pas étiez... qu'on n'a pas aimé, on n'a pas connu, on n'a pas la permission de montrer. Et pourquoi? Parce que c'était une, comment on dit, une loi, oui, un décret, qu'il faut fermer ce musée. C'est ça. Et donc tous ces chefs-d'œuvre se sont retrouvés dans des réserves? Dans les réserves. Je crois que c'est vous qui avez fait la carrière la plus longue à la tête d'un musée dans le monde. Je pense que oui, mais rester au musée pour toute la vie, c'était pas possible pour moi, de commencement. Mais je pensais, je peux travailler ici quelques années, après je peux faire quelque chose d'autre, etc., etc. Moi, je ne pensais pas que j'ai gardé pour toute ma vie une Marie. Moi, j'étais plus comment on dit, plus là. Mais oui, j'étais... Et nous avons fait notre alliance à 47 et ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est trop, peut-être. Ça marche bien, ça dure. Quel est votre regard sur la Russie culturelle d'aujourd'hui qui bouge avec des nouveaux lieux d'exposition? Vous savez, la vie est très maintenant artistique. À Moscou, je dois dire, est très intéressant, je vous assure. Il y a beaucoup de galeries, des marchands de l'art, des peintres même. Mais l'art, c'est jamais la quantité, c'est seulement la qualité. Oui. J'attends le feu vert dans l'art. C'est l'expression de Dostoïevski. Moi, je ne veux pas mourir sans voir ça. Et alors, je suis toujours dans un moment de... Je cherche, vous savez. Même il y en a des peintres pas mal, on peut dire pas mal, mais ce n'est pas ce qui a donné, par exemple, Picasso. Le génie est rare. À 1907, quand il a inventé le cubisme, vous savez. Alors... Vous envisagez un jour la retraite, Madame Antonova? Moi, non. Mais peut-être quelqu'un va envisager ça. C'est possible. Merci, Michael. Ça va? Ça va. Bien? Vous connaissez Vinzavod? Ah oui, bien sûr. C'est le centre d'art contemporain de Moscou.
Vinzavod, c'est en fait une ancienne usine à vin désaffectée, transformée en lieu d'exposition avec des galeries. C'est là qu'on vient boire un café le week-end, admirer les artistes contemporains. C'est peut-être là qu'on va découvrir ces fameuses feuilles vertes dont parlait Irina Antonova. C'est là qu'on va assister à ce printemps russe de la création. En attendant, on découvre un créateur, Gotcha, qui est très corrosif, très décapant. On le retrouve tout de suite. Avant de découvrir Vinzavod, rendez-vous d'abord dans la banlieue de Moscou. C'est jour de messe. La plupart des Russes sont très attachés à l'orthodoxie. Gotcha est un des artistes les plus subversifs de Moscou, mais il n'échappe pas à la tradition. Le dimanche, il est aussi diacre. Chaque artiste, il fait une icône, parce que c'est une image. Moi, comme artiste contemporain, je fais les icônes d'aujourd'hui. Je fais les icônes maintenant, le temps de maintenant. Je peins mon temps. Les icônes de Gotcha, elles, s'inspirent du pop art et des comic books. Elles affichent la violence de la société russe, version post-communiste. Ces derniers temps, c'est derrière l'église que Gotcha nourrit son inspiration. C'est pas facile. À ce moment, je travaille sur une sculpture. Je fais avec le vieux bois, avec une histoire passée qui vient de l'église. Et moi, je rajoute au-dessus de traces modernes. Gotcha a travaillé en France avec Jean-Paul Gaultier. Il expose dans toute l'Europe. À 43 ans, c'est un des artistes les plus réputés de sa génération. Dans Moscou, tu sens certaines dynamiques parce que ça change tout le temps, la vie. Et ça inspire, bien sûr, parce que tu sens certaines énergies. Dans son atelier, sa dernière œuvre exprime les tensions que Gotcha détecte dans la Russie de Poutine. En fait, c'est un personnage. C'est le thème des conflits entre les hommes et femmes. Tu vois, par exemple, toujours on dit les femmes, c'est hystérique. Voilà, il y a une femme qui gueule, il y a une serrure sur les bouches. Ici, c'est un personnage de nouvel gouvernement, c'est un masque de fonctionnaire, et de l'autre côté, c'est une femme. Sur un sein, on a une ampoule qui donne l'énergie et attire. Et là, un personnage de militaire qui essayait de cacher ses yeux à cause de la lumière. Et bon, après, chaque spectateur peut trouver son histoire dans l'œuvre. À travers sa peinture, Gotcha lui dénonce l'absolutisme du pouvoir politique. Le concept, c'est que c'est le pouvoir, parce qu'il y a une signe sur le ruban rouge avec la lettre AHP, mais en russe, ça veut dire nouvel gouvernement. Ben, ça veut dire c'est tout ce qu'on est servi pour le gouvernement, on était comme des esclaves sexuels. Voilà, grosso modo. Je prends le support de BD, c'est le langage que tout le monde comprend, et aussi c'est un certain de lutte contre la peinture classique. Les œuvres de Gotcha se vendent déjà à Londres et à Paris. Oh, maintenant, allant, enfin, je dirais le prix d'accidentaux, c'est à peu près 20 à 25 000 euros. Une fois par semaine, le mardi, Gotcha ouvre son atelier aux autres peintres et aux collectionneurs. Autour de la table, on parle d'art, de nouvelles tendances
On échange des concepts, des noms, et on parle de liberté d'expression, bien sûr. Je pense que les artistes sont beaucoup plus libres à faire ce qu'ils veulent que n'importe quelle autre profession libérale. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de procès qui ont été faits contre les artistes. Ça, c'est vrai. Les artistes ne se font pas buter à la rue comme les avocats ou les journalistes, par exemple. Ouais. Il y a des domaines auxquels il ne faut pas toucher. Tu ne peux pas se moquer. Police, église, enfin, de montrer le sexe à premier degré. Bon, mais je pense que c'est comme partout comme à France, certains tabous qui est le même partout. Ces 10 dernières années, la création a explosé à Moscou. Les galeries ou les rendez-vous branchés se sont multipliés, dans des lieux parfois inattendus. Comme ici, au Lutch, une ancienne usine de matériel électrique transformée en bar, dédiée à l'art moderne. Ce que j'adore, c'est de plafond très haut, il y a un deuxième étage. Ça, c'est un œuvre aussi. Il a mis tous les textes de Tolstoï et Pouchkine ou Dostoïevski dedans. Et voilà, ça c'est mon travail. C'est un lapin tueur, on peut dire ça. Souvent les gens qui arrivent ici, ils adorent ces sculptures parce que ça lui rappelle de les années 90 où les gens les tirent dans la rue, c'était vraiment la guerre civile pour diviser le business entre les bandits, évidemment. Actuellement, c'est Vinzavod qui tient le haut de l'affiche à Moscou. Une ancienne fabrique de vin reconvertie il y a 3 ans en centre d'art, où les moscovites peuvent découvrir plusieurs artistes dans un même lieu. Ici, c'est vraiment génial. Peut-être si c'est ouvert. Ah oui. C'est extraordinaire. Au sous-sol, les chais de l'ancienne fabrique accueillent en ce moment des installations vidéo. Tu vois, c'est à, je sais pas, 7 ou 8 mètres de haut. C'est assez spectaculaire. Tu peux même jouer avec lui. Des artistes. Dans une des 3 salles d'exposition de Vinzavod, une valeur montante de la peinture contemporaine russe. Dans quelques jours, Alexei Kalima expose ses nouvelles toiles. Она помещается, да, а с подрамником еще лучше помещается. Да, там остается еще 15 сантиметров. Alexei, 40 ans, est russe. Il est né à Grozny. Il se revendique artiste tchétchène. Alexei, montrez-moi ce saut en parachute que je trouve absolument superbe. On sent que c'est vraiment un thème qui vous touche, hein, qui vous porte, ce saut dans le vide. Oui, c'est un sujet très intéressant pour l'art plastique. Ça permet de dessiner l'être humain dans la pesanteur, sous tous les angles. Alors cette équipe de femmes parachutistes qui sautent au-dessus de la Tchétchénie, c'est un souvenir? Oui, je l'ai baptisé souvenir implanté. C'est comme si je transplantais dans la réalité tchétchène actuelle cette équipe de femmes imaginaires,
alors qu'il est évident que la Tchétchénie a d'autres choses à faire que de s'occuper de chute libre. En fait, c'est une critique. Nous devrions tout faire pour essayer de ne pas penser à la guerre. Nous devrions plutôt penser à de belles choses, à la liberté par exemple. Et les filles de Tchétchénie devraient toutes sauter en parachute, conquérir le sommet des montagnes, faire du patin à glace, plutôt que de courir avec des mitraillettes dans les mains, ou de se terrer pour fuir toute cette violence. Pour travailler, Alexei s'est installé au sein même de Vinzavod. Ils sont une dizaine d'artistes comme lui. Sculpteurs, créateurs de mode ou peintres, à qui le centre a offert un atelier. C'est mon atelier. Alors voilà votre rentre. Le bazar, le bordel. Non, c'est pas le bordel. C'est très bien rangé, je trouve, pour un atelier d'artiste. On retrouve vos parachutes. Hein. Ils sont là dans votre imaginaire et dans votre vie de tous les jours. Il y en a d'autres encore sur le thème du parachute? Oui, peut-être 15 toiles. J'ai 15 étoiles et 15 des papiers graphiques. Dans mon projet précédent, je dessinais des fans. C'était aussi un travail sur l'agressivité de la société. Ici, par exemple, c'est un fan de foot qui se fait tabasser par des flics. C'est une toile qui fait partie de tout un cycle de peinture. Il y a beaucoup de peintres. L'art est devenu très populaire. Bien plus populaire que le ballet, par exemple. Du coup, la situation est vraiment propice pour moi en ce moment. J'ai des contacts avec la France pour l'année prochaine, par exemple. Je vais être en résidence au MACVAL, le musée d'art contemporain en région parisienne, et y exposer. Ensuite, je vais participer à une exposition collective de peintres russes au Louvre. C'est quoi le plus grand défi qui vous attend maintenant, Alyosha? Moi, je sais ce que je veux atteindre. C'est la liberté plastique, idéologique. La liberté absolue, en somme. C'est tout. Des artistes prometteurs, un marché en pleine expansion. En quelques années, Moscou est devenu un nouvel Eldorado du commerce de l'art. Jo est anglaise. Elle travaille pour Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères londonienne. Regardez cette voiture, c'est incroyable. C'est la nature qui fait de l'art? Oui, c'est vrai, on dirait une sculpture cette voiture sous la neige. C'est génial. C'est amusant que la voiture soit blanche. On peut à peine faire la différence avec la neige. Attendez, je vais vérifier que personne soit coincé. Non, c'est bon, il n'y a personne. Chaque mois, Jo vient une semaine à Moscou, la ville, dit-on, qui concentre le plus de milliardaires au monde. Et en Russie, tout bon milliardaire se doit d'avoir un club de foot et une collection d'art. Ce matin, Jo a rendez-vous avec Andrei, l'un de ses clients en or. À 43 ans, Andrei a fait fortune dans le pétrole et possède le club de foot du Spartak de Moscou et l'une des plus grandes collections privées de tableaux du 19e. Ça, c'est le militaire russe, avant la révolution. Mais et ça, c'est après la révolution. Ça, tous les ordres, tous les sabres. J'aime beaucoup ça, et c'est l'histoire de notre patrie,
Très long l'histoire, très bon l'histoire. Но те две лучше не снимать, потому что это над Наполеоном победа. We don't want to show that. А еще я нашел несколько человек, заказал на религиозные темы, но это уже к осени ближе. Приедешь, я покажу. Хорошо. 6, где-то 8 замечательных таких сюжетов на религиозные темы. Совершенно таких вот великолепных вот современных художников. Просто... La qualité de ce qu'il y a ici, c'est très haut et pour moi, je peux voir quelque chose de nouveau chaque fois. Et il a les tableaux ici qu'on ne peut pas voir dans les musées et que pour mon travail, c'est très important. Ну, что? This is one of my favorite rooms because he has such an amazing collection of marine Russian painters. The most important one is Айвазовский. А вы ищете еще какие-то работы? Если что-то новое, которого нет, какие работы вы ищете? Вот какая тема теперь? Есть какая-то, может быть, сухопутная? У меня как раз есть сухопутная. Сухопутная, Египет. У меня ни одной нет вещи американской, ну, которую он в Америке. Joe, are you taking the opportunity? Well, I was suggesting he has a blank wall and might want. I was trying to offer him a work, but it turns out that he's just bought one, which is on a similar theme. So I've missed the boat. J'ai déjà acheté, je fais le cadre, oui. Parce que je fais le cadre exclusif avec l'or 24. Des feuilles d'or de 24 oui. D'accord. Et c'est pourquoi le cadre préparé 1-2 mois. Et dans sa chambre, Andrei a exposé la toile la plus rare de son peintre fétiche. Да. Все равно светлее не стало. Yeah. I've just asked Andrei if we could see this painting again. I saw it once before, and it's such a strong work. It's absolutely beautiful. There's very few works that Айвазовский painted in Egypt, and this is the only other one that I know in a private collection. Когда вы ее приобретели? 99-й. Pour lui, l'œuvre n'avait pas de prix. Я его попросил купить, а он был на аукционе, а я нет. Он меня спрашивал все время, за сколько покупать, за скольки бить. Я ему говорил, надо купить. Он говорит, ну за сколько? Я говорю, неважно за сколько, надо купить. Он говорит, а если она вообще там не остановится? Я говорю, вообще не останавливайся, надо купить, и все. Правильно. Я боюсь спросить, сколько вы платили тогда, наверное. На самом деле очень мало по сегодняшним ценам. Последнее предложение по нему... Ну, в кадр, наверное, не надо говорить. Вот, ну, потом скажу. Хорошо. Вот, ну, превышает в 10 раз, чем то, что я заплатил. Fin de la visite et reprise des affaires. Joe et Andrei s'isolent quelques instants loin de nos micros. Ce soir-là, en 5 minutes, une toile a sans doute changé de main. Mais laquelle? La même façon. It's very sweet. André, vous avez conclu quelque chose aujourd'hui avec Joe? Vous avez fait du business? Ouais, un peu. Et vous allez nous dire quoi? Non. C'est notre... Mystérieux. Mystérieux, oui. Secret. C'est votre souhait. Mais je suis comme se dire, heureuse. Je suis heureuse. Quelque chose s'est passé alors? Quelque chose s'est passé, oui. Joe emporte son secret à Londres, où elle rentre demain. Dernière nuit à Moscou. Ce soir, le musée Pouchkine ouvre son exposition Picasso au public. Voir le tableau de l'exposition absolument magnifique. Je voudrais que vous regardiez cette jeune femme acrobate, sa grâce, sa beauté. Elle est en train de jouer à la balle face à cet homme impassible et triste. On est en plein dans la période rose, 1905. Picasso vient de quitter la période bleue. Et je trouve ce tableau d'une infinie beauté. Voilà, c'est le tableau qui à lui seul mérite de venir à Moscou, au musée Pouchkine.
J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette promenade culturelle dans la capitale russe, une capitale qui vit, qui bouillonne avec toute cette création artistique. Spasiba, do svidania. À bientôt.